Bonjour à tous. Je vais vous proposer de commencer ce webinaire. Je vais me présenter, Véronique Sauvadet, je suis responsable du service financement et analyse économique à la TIH. Et donc aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation webinaire sur le nouveau modèle de financement SMR à plusieurs voies, avec des voies qui vont concerner le service financement et analyse économique et le service data. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir. On est plus de 700 connectés. Et donc, je vais surtout commencer par quelques informations techniques. Alors, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera déposé sur le site de l'agence. Voilà, on vous transmettra également le lien par mail. Les slides seront diffusés. Donc, comme on est très nombreux, voilà, vous l'aurez remarqué, tous les micros sont désactivés. Par contre, on vous demande d'utiliser le chat pour poser vos questions. Voilà, on essaiera de répondre au fur et à mesure de la présentation sur un certain nombre des questions qui sont posées. On fera sur l'ensemble des questions une foire aux questions qu'on mettra en ligne sur le site de l'agence. Voilà, donc du coup, on vous encourage vraiment à bien poser toutes vos questions. Bien entendu, pour adresser vos questions dans le chat, il faut bien faire à tous mes contacts pour que tout le monde puisse le voir. Voilà, et l'autre élément de complémentaire qui sera également disponible dans les semaines prochaines sur le site de l'agence, c'est une notice qui va un petit peu reprendre tout ce qu'on va vous expliquer. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous n'allez sûrement pas découvrir, hein, probablement, puisque voilà, il y a déjà eu des présentations. Voilà, mais pour autant, on va quand même revenir sur le sujet de la mise en œuvre de la campagne 2023, donc la régularisation ex post et le démarrage de la campagne 2024. Donc la présentation va avoir 3 temps. Voilà, une première partie qui va être plutôt pour bien reposer le modèle de financement, ses objectifs, ses principes. Voilà, là, c'est déjà des choses qui vous ont été présentées dans différentes instances probablement et dans différents documents. On reviendra de manière un peu plus importante sur les sujets de valorisation de l'activité. Notamment, voilà, comment cette activité est valorisée, quelle est la méthode et surtout les outils de restitution. Donc, en s'arrêtant plus particulièrement sur les outils qui ont été disponibles à M12 2023 et qui permettent de comprendre ces éléments de valorisation de l'activité. Et en dernière partie, on précisera les modalités d'application de cette réforme, notamment sur 2023 avec la régularisation ex post, puis à partir de 2024. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas de son, pensez bien à vérifier vos paramètres mais vous m'entendez pas, mais sinon on va vous remettre dans le chat qu'il faut bien vérifier les paramètres de votre outil. Je vais laisser la parole à Monsieur Rallet qui va faire la première partie sur le modèle de financement. Bonjour à tous, Clément Rallet pour la TIH. Je vais vous présenter la première partie sur les objectifs et les principes du nouveau modèle. Donc, on va commencer par les raisons. Excusez-moi. On va commencer par les raisons, voilà, de la réforme. Sur le pourquoi en un seul mot. Donc, cette réforme, elle est due à une hétérogénéité entre les territoires qui a été constatée. À la fois sur les taux de recours, les taux d'équipement et le niveau de financement. Donc ces écarts, sur la disponibilité de l'offre aboutissent du fait donc à des disparités dans l'accès aux soins. Donc il y a 2 principes majeurs qui ont été actés dans le cadre de ces réformes. D'une part, c'est d'harmoniser les modalités de financement entre les secteurs
et les territoires et de combiner plusieurs modalités de financement. Chaque modalité aura pour objet donc de répondre à un objectif bien précis qu'on va préciser par la suite, dont 2 majeurs qui sont d'associer la reconnaissance en temps réel des dynamiques d'activité et la réponse aux besoins de santé de la population. Donc sur les objectifs, voilà, pour répondre à ces 2 principes, voilà, c'est la construction d'un modèle en compartiments, avec, donc les principales, briques de chacun des différents compartiments, en fait, qui ont pour objet de répondre à un objectif bien précis. Donc on va commencer par le premier qui est la reconnaissance en temps réel des dynamiques d'activité basée sur un outil de description à améliorer, donc qui est la classification médico-économique développée par l'agence. Ce compartiment-là, il a pour objectif de maintenir la réactivité des établissements tout en responsabilisant les acteurs par rapport à la pertinence des prises en charge. Le deuxième point, ça va être la prise en compte, du besoin de santé réel des territoires, indépendamment de la structuration de l'offre. Donc ça, c'est un objectif de réduire les inégalités régionales et donner aux acteurs territoriaux des leviers financiers nécessaires à la transformation de l'offre en réponse aux besoins de la population. Un troisième point qui va être l'attention particulière qui est portée dans le nouveau modèle aux activités d'expertise et équipements spécialisés. Ça, c'est pour stabiliser le financement et piloter le déploiement des structures, des équipements très spécialisés. Et enfin, un dernier point qui est déjà mis en place, depuis quelques années, par le dispositif IFAC, c'est la prise en compte de la qualité pour renforcer les démarches qualité au sein des établissements. Donc voici ce que ça donne en termes d'architecture, globale, du modèle. Donc on va retrouver, hein, ces différents, compartiments qui vont répondre à des objectifs différents. Donc on retrouve la prise en compte de la qualité via, dispositif IFA qui est une enveloppe, fermée. Dans le nouveau modèle, il y a des compartiments dédiés aux activités et équipements spécialisés pour en stabiliser le financement et piloter le déploiement. Donc ça, on va retrouver toutes des dotations en MIGAC, donc y compris, la nouveauté un peu du nouveau modèle en fait sur la partie activité d'expertise, les plateaux techniques spécialisés et la dotation, pédiatrique. Heu, Ensuite, il va y avoir donc, dans le modèle, le compartiment de financement dédié à la réduction des inégalités territoriales qui va se matérialiser par la dotation populationnelle, qui est basée sur les caractéristiques de la population et permet d'avoir une enveloppe de financement dédiée. Et enfin, sur le dernier point, on va voir les compartiments qui sont liés à l'activité pour prendre en compte les dynamiques d'activité, réelles. Hem, Où d'une part, en termes de donc ça va être des enveloppes ouvertes. D'une part, il va y avoir, tout ce qui est, la liste en sus pour les molécules onéreuses et ensuite les recettes issues de l'activité qu'on va développer dans la deuxième partie de la présentation. Donc on va décrire, chacun des compartiments en présentant les objectifs, les principes de construction et les modalités d'application. Donc on va commencer par le compartiment activité, hein, qui a pour but de financer l'activité au fil de l'eau pour prendre en compte les dynamiques d'activité. Le principe de construction, c'est qu'au national, ça correspond à 50 des recettes qui sont propres à chaque secteur de financement et pour l'hospitalisation, ça va reposer donc, sur la base de la classification médico-économique qui a été développée par, l'ATIH. En termes de prestations, on va retrouver les tarifs GMT, hein, qui permettent de financer les séjours d'hospitalisation complète et les journées d'hospitalisation partielle, les suppléments transport qui sont facturables en sus des GMT et les actes et consultations externes qui concernent, sur la partie Ondam hospitalier que le secteur, ex-DAF. Sur les modalités, d'application, donc, on va se concentrer, sur les établissements ex-DAF, donc ça va être des arrêtés de versement, via des valorisations IPMSI. Ensuite, le deuxième compartiment, donc sur la liste en sus, donc sur les modalités d'application, elles vont être identiques, hein, aux GMT et transport, c'est via les arrêtés versement. Donc, la liste en sus a pour objectif de faciliter la prise en charge des patients nécessitant des traitements spécifiques et onéreux, qui ne peuvent être financés, dans le cadre des tarifs, GMT notamment, car leur administration est hétérogène entre les patientes pour une même prise en charge. Au niveau des listes, pour le champ SMR, donc il y a 3 listes, hein. Il y a la liste MCO,
telle qu'elle est appliquée sur ce champ, la liste qui est dédiée au SMR et la liste APAC pour les dispositifs, innovants. Ensuite, on va passer sur les aspects dotation, donc sur, la dotation populationnelle, hein, qui est de mettre en relation, une enveloppe de financement avec le besoin de prise en charge en SMR sur les territoires. Donc c'est en 2 temps en termes de modalités d'application. Il y a déjà une délégation entre les régions par le national via un modèle permettant de rattraper les inégalités entre les régions. Il se fait via une modulation des mesures nouvelles. Et ensuite, une délégation entre les établissements au sein de chaque région par les ARS selon des critères d'allocation infrarégionale en concertation avec les comités d'allocation de ressources. Le principe de construction sur la dotation populationnelle initiale, elle est construite sur la base des recettes historiques adultes avant toute modélisation de rattrapage. Et cette dotation populationnelle intègre aussi 50% des mesures de revalorisation salariale, l'autre moitié étant intégrée dans le compartiment activité. Heu, donc ça, c'est pour le montant initial. Ensuite, il y aura la modélisation nationale, hein, qui s'appliquera via le modèle de rattrapage entre les régions qui inclura plusieurs volets. Un volet de proximité alloué sur la base des caractéristiques démographiques du territoire et des volets caractérisant les besoins sur les offres de recours infrarégionales par spécialité médicale à partir de l'état de santé des populations qui est déterminé à partir des cartographies des pathologies de la CNAM. Ensuite, le compartiment suivant, donc c'est la dotation pédiatrique qui vise à garantir la stabilité de ressources des établissements qui sont autorisés à la mention pédiatrie. En termes de construction, donc cette dotation, elle vise à garantir le maintien des recettes historiques des patients enfants. Sur les plateaux techniques, spécialisés, donc c'est pas une dotation, mais c'est un forfait annuel qui a pour objectif donc de prendre en charge les coûts de la prise en charge liés à la mise en place de plateaux techniques et d'équipements spécialisés, parfois en lien avec les obligations dans les décrets d'autorisation. Le financement de ces plateaux, pour chaque plateau, fait, l'objet un modèle de financement dédié sur la base de forfaits adaptés à chacune des spécificités des plateaux. Donc aujourd'hui, il y a 6 plateaux techniques qui sont dans le modèle. Et sur les modalités d'application, donc, d'une part, le recensement des plateaux est réalisé par les ARS et tient en compte des équipements en place dans les établissements, sur la base de cahier des charges. Et ensuite, il y aura une allocation des crédits par un forfait annuel. Ensuite, on va passer sur les dotations MIGAC, donc hors activité d'expertise. Donc, dont l'objectif est d'assurer le financement spécifique aux missions indispensables à l'amélioration de l'état de santé de la population et qui ne peut pas être pris en compte dans les compartiments activité. Donc sur les principes de construction, aujourd'hui, c'est essentiellement une reconduction de l'enveloppe reconductible pour les MIC suivantes: accompagnement à scolarisation, réinsertion professionnelle, rémunération des internes, hyperspécialisation. Sur les UCC, donc il y aura une prise en compte du financement en dotation en totalité dans la MIG, puisque depuis la mise en place de la DMA, pour certains établissements, c'était une répartition à 90% en DAF et à 10% en MIG. Donc là, ce sera la totalité en MIG. Et une reconduction des crédits AC reconductibles des établissements de santé. Ensuite, sur les activités, donc toujours dans la partie MIGAC, les activités d'expertise, donc ça c'est un peu la nouveauté, donc c'est d'introduire la notion d'activité d'expertise dans la réforme des autorisations afin de structurer une offre plus spécialisée, sur la base des cahiers des charges nationaux, d'où la création de cette MIG pour accompagner financièrement les établissements. Donc une activité d'expertise est définie comme une activité qui concerne un nombre limité de patients et qui nécessite des compétences, des équipements, un plateau technique et une organisation spécifique qui n'a pas vocation à être portée par tous les établissements. Elles sont définies par l'arrêté du 15 mai 2023 qui fixe la liste de ces prises en charge et leur cahier des charges est détaillé dans la note d'information des GES de novembre 2023. Aujourd'hui, il y a 12 activités d'expertise qui sont inscrites dans les MIGAC. Sur les principes de construction, donc chaque activité, c'est un peu comme les plateaux, dispose de son propre modèle basé sur la base de forfait adapté aux spécificités. Donc le financement pour l'activité d'expertise, c'est bien de financer un surcoût, qui ne peut pas être pris, en compte dans le cadre, des recettes, du compartiment activité, sauf pour 2 activités d'expertise qui sont les ESCEPR et les équipes mobiles dont le financement est 100% véhiculé par l'activité d'expertise par la MIG activité d'expertise. Enfin, la dernière boîte, c'est sur IFAC, donc un dispositif qui existe, avant la mise en place de la réforme depuis quelques années.
Donc là, qui a un objectif en fait, de dédier un financement à la qualité des prises en charge, qui repose sur des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins qui est mesuré tous les éléments. Donc on va pas détailler plus aujourd'hui le dispositif, IFAQ qui fait l'objet, chaque année d'un arrêté spécifique qui décrit les modalités, de construction de la dotation pour les établissements. On va finir par cette, première partie par une dernière slide, donc on va s'intéresser, principalement à la colonne des établissements ex-DAF, donc qui est à droite, sur les différents compartiments, donc tout ce qui est, comme je l'ai dit, donc tout ce qui est sur les recettes liées à l'activité, GMT, les suppléments, les molécules onéreuses et l'activité consultation externe sera véhiculé par des arrêtés versement. Donc il y a une petite subtilité sur les ACE, dans le cadre de la dans le cadre de FIDES, où là, c'est en facturation directe à l'assurance maladie, donc ce ne sera pas véhiculé via les arrêtés versement. Ensuite, on va passer aux parties, dotation. Donc tout ce qui est dotation, va faire l'objet d'une notification ARS dans le cadre des circulaires budgétaires. Il y a une spécificité pour les plateaux techniques spécialisés qui sont des forfaits annuels et qui feront l'objet aussi d'une notification par l'ARS. Voilà pour cette première partie. Donc, on va prendre quelques questions, avant de passer à la deuxième partie. Alors, il y a une première question sur les molécules onéreuses, qui sont en enveloppe ouverte. Cette enveloppe était-elle fermée avant la réforme? Donc, oui, avant la réforme, pour les établissements ex-DAF, cette enveloppe était fermée et était véhiculée via la dotation annuelle de financement. À partir donc de la réforme, et la mise en place des arrêtés versement, c'est un versement au fil de l'eau à l'euro, l'euro. La gestion de TPS, en fait. Alors sur la procédure d'identification des plateaux aux établissements, donc ça c'est en lien, avec votre ARS, sur la base d'un cahier des charges, donc qui a été diffusé dans une note d'information par la DGOS. On va passer à la deuxième partie de la présentation, donc sur la valorisation. Donc là, on va être vraiment sur les recettes du compartiment activité, sur la valorisation de l'activité d'hospitalisation. Donc on n'abordera pas l'activité externe. Donc je vais laisser la parole à Florent Monnier qui va vous faire cette présentation. Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter les principes de la valorisation de l'activité en hospitalisation, donc de la valorisation par les par les GMT et par les suppléments transport. Donc le principe, c'est d'introduire une mesure de l'activité de l'établissement pour le financer. Pour cela, on passe par une estimation du poids économique de chacune des activités et puis par une prise en compte du volume d'activité de l'établissement. Donc le premier point, ça consiste, en fait à estimer un poids économique, pour mieux rémunérer, les prises en charge qui engendrent des charges plus importantes pour l'établissement. Donc on a mis un petit exemple, un peu trivial, je vais pas trop m'attarder dessus, je vous laisse en prendre connaissance. Pour la prise en compte du volume, ça va passer par, l'unité de financement. Cette unité de financement, ça va être le séjour en hospitalisation complète et la journée en hospitalisation partielle.
Donc, la valorisation des séjours d'hospitalisation complète et des journées d'hospitalisation partielle, elle s'appuie sur les paramètres d'une grille tarifaire. La grille tarifaire, elle est construite à partir de plusieurs outils, et ces outils sont eux-mêmes construits autour des unités de financement qui ont été définies. Ces outils, c'est la classification médico-économique, l'échelle de pondération et les zones forfaitaires pour l'activité d'hospitalisation complète. Donc on va revenir sur chacun de ces outils. Donc d'abord sur la classification médico-économique en GME, donc en hospitalisation complète. La classification a pour objectif de regrouper des séjours au sein de groupes médico-économiques. Donc pour cela, on procède à un découpage de l'activité. Donc d'abord un découpage purement médical en groupe nosologique, puis des découpages médico-statistiques d'abord en type de réadaptation, puis en groupe de lourdeur et en groupe de sévérité. L'objectif de cette classification, c'est d'obtenir des groupes qui concentrent des séjours qui sont homogènes en termes de durée de séjour, avec dans chaque groupe de réadaptation une hiérarchie entre les différents niveaux de lourdeur et les différents niveaux de sévérité, puisque les niveaux de lourdeur et les niveaux de sévérité ils traduisent un allongement de la durée de séjour. Donc, par exemple, au sein d'un même niveau de lourdeur, on va avoir des séjours de niveau 2 qui en moyenne vont durer plus longtemps que les séjours de niveau 1. Et pareil, pour un même niveau de sévérité, on va avoir des séjours de groupe de lourdeur B ou C qui vont durer plus longtemps que des séjours de groupe de lourdeur A. En hospitalisation partielle, la classification regroupe des RHA au sein des groupes médico-économiques. Là encore, le premier découpage de l'activité se fait sur une base médicale, donc là aussi en groupe nosologique. Puis il y a un second découpage selon l'intensité de réadaptation. Au-delà de l'intensité de réadaptation, on n'a plus de découpage, enfin, il n'y a pas contrairement à l'hospitalisation complète, il n'y a pas de découpage en hospitalisation partielle, en groupe de lourdeur ou en niveau de sévérité. Alors ça, c'était la classification en groupe médico-économique. Alors pour la valorisation de l'activité, on découpe, on procède à de nouveaux découpages pour obtenir une classification en groupe médico-tarifaire, donc en GMT. Bon, ces découpages, ils sont assez modestes puisqu'ils concernent, en fait, ils vont concerner principalement les séjours avec un mode de sortie pour transfert, décès ou mutation, des séjours qui durent moins de 8 jours. En fait, ces séjours-là, ils vont être en GME, ils vont être classés dans un GME. On va les sortir en termes de GMT, en fait, on ne va pas les classer avec les séjours du même GME. On va définir un GMT spécifique au sein d'un groupe nosologique qui va regrouper tous les séjours avec un mode de sortie, transfert, décès, mutation de moins de 8 jours du groupe nosologique. Donc ça, c'est un premier découpage supplémentaire par rapport au GME. Un second découpage, c'est sur l'activité de soins palliatifs pour mieux prendre en compte la valorisation. Les groupes médico-économiques de soins palliatifs sont chacun découpés en 3 groupes médico-tarifaires pour grader en fait la valorisation de l'activité. Donc, une fois qu'on a notre classification en GMT, on associe à chacun des GMT un poids économique. Et ce poids économique, son objectif, ça va être de mesurer les moyens mis en œuvre dans le cadre d'une prise en charge moyenne des séjours au sein du GMT. Et ce poids économique, en fait, il va nous permettre de hiérarchiser les GMT entre eux. Pour calculer ce poids économique, on va se baser sur les données de l'enquête nationale de coûts. Donc, ces différents poids économiques, ça constitue l'échelle de pondération. Donc,
Conformément au principe de construction de la classification, on va observer en fait au sein des groupes de réadaptation en hospitalisation complète une hiérarchie des poids économiques entre les niveaux de lourdeur et entre les niveaux de sévérité. En fait, pardon, à niveau de sévérité égal, les poids économiques des GME en B ou en C vont être par exemple supérieurs aux poids économiques des des GMT pardon, en A. Et pareil, à groupe de lourdeur égal, les poids économiques des GMT de niveau 2 vont être supérieurs aux poids économiques des GMT de niveau 1. Alors ça, c'est au niveau des poids économiques de l'échelle de pondération. On va voir plus loin que les poids économiques qui vont nous permettre de construire les paramètres de notre grille tarifaire qui vont permettre de valoriser les séjours. Et en fait, ces paramètres-là, ils vont être construits avec pour contrainte que quand on va les utiliser pour valoriser les séjours, la valorisation moyenne de l'ensemble des séjours du même GMT conserve cette hiérarchie qui est observée au niveau de l'échelle de pondération. Donc, quand on va valoriser avec les paramètres de la grille tarifaire, l'ensemble des séjours d'un GMT, on va obtenir une valorisation moyenne qui va être hiérarchisée donc entre niveau 1 et niveau 2 à groupe de lourdeur égal et entre les différents groupes de lourdeur à niveau de sévérité égal. Voilà, à noter que ça, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est issu des principes de construction de la classification. Donc ça marche pour les groupes de lourdeur et les niveaux de sévérité. Ça ne fonctionne pas nécessairement au niveau des groupes de réadaptation parce que la classification n'a pas été construite pour. Après, ça peut s'observer la plupart du temps, ça s'observe entre les groupes de spécialisés importants et global important par rapport au groupe de réadaptation faible, mais voilà, la construction n'est pas non plus faite pour ça. Une fois qu'on a notre classification en GMT et notre échelle de pondération, on va construire des zones forfaitaires. Ces zones forfaitaires, elles concernent uniquement l'activité d'hospitalisation complète. Elles vont servir à définir un forfait pour les séjours entre deux, enfin, dont la durée de séjour est comprise entre deux bornes. Le principe de construction, ça va être de rechercher une zone de 3 semaines qui rassemble au moins 50%, 50% des séjours. Donc en fait, on va sur un même GMT, on va prendre l'ensemble des séjours des GMT, on va scanner les durées de séjour. En fait, on va faire passer une zone de 3 semaines et puis on va essayer de détecter un endroit où cette zone de 3 semaines rassemble 50% des séjours du GMT. Si c'est possible, on va dire que le GMT est forfaitisable. Et dans ce cas-là, on va lui associer une zone forfaitaire de 3 semaines avec 3 forfaits, donc un forfait différent pour chaque semaine, un forfait gradué, hein, plus la durée de séjour va être importante et plus le forfait va être important. Si ce n'est pas possible de trouver une zone qui rassemble 50% des séjours, on va dire que le GMT n'est pas forfaitisable. Et dans ce cas-là, on va lui associer une zone forfaitaire de seulement une semaine qui va être fixée autour de la durée moyenne de séjour. On a une règle de cohérence intra-GN qui dit que, en fait, si à l'intérieur d'un GN, on a un GME forfaitisable, donc un GME qui possède une zone de 3 semaines qui rassemble 50% des séjours, alors sur les autres GMT, on va en définir, on va définir comme forfaitisables les GMT qui possèdent une zone de 3 semaines qui regroupe au moins 45%, 45% des séjours. C'est une règle de cohérence intra-groupe nosologique. Sur l'hospitalisation complète, on va trouver quelques GMT sans zone forfaitaire. C'est des GMT un petit peu spécifiques.
Donc, c'est les GMT de pédiatrie sur lesquels il y a des règles spécifiques de découpage des séjours, des règles administratives en fait qui font qu'on n'a pas forcément une homogénéité des durées de séjour. Donc voilà, on préfère en fait valoriser ces GMT-là de manière journalière et donc de pas définir de zone forfaitaire sur ces GMT-là. Idem pour les GMT de soins palliatifs, donc pas de zone forfaitaire. Là, la raison, c'est que ces GMT, ils ont des séjours dont les durées sont très hétérogènes. Et également pour ces fameux GMT qui regroupent les séjours avec un mode de sortie, transfert, décès, mutation de moins de 8 jours, puisque là, de toute façon, la durée est trop courte pour rechercher une zone forfaitaire. Donc, on n'en a pas fixé. On vous a mis une liste des abréviations. Donc ça, c'est les différents paramètres de la grille tarifaire. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque c'est des abréviations que normalement, vous devez connaître déjà, puisque c'est des abréviations qui ont déjà été utilisées dans le cadre des tarifs en DMA. Donc, je ne m'attarde pas trop dessus. Donc, une fois qu'on a nos zones forfaitaires et notre échelle de pondération, pour chaque GMT, on va décliner en fait l'échelle de pondération en différents paramètres. Et ça va nous permettre de constituer la grille tarifaire. En fait, on va prendre enfin, on va prendre les poids économiques de l'échelle de pondération au niveau d'un GMT et on va le décliner. On va décliner ce poids en différents paramètres en fonction de la zone forfaitaire. Donc, à l'intérieur de la zone forfaitaire, on va avoir en fonction du GMT, donc de s'il est forfaitisable ou non forfaitisable, on va avoir un forfait ou enfin un tarif enfin, soit le soit le GMT est non forfaitisable, et dans ce cas-là, on a un seul tarif de la zone forfaitaire qui est sur une semaine, soit le GMT est forfaitisable, et dans ce cas-là, on va avoir trois tarifs, donc TZF 1, 2 et 3, qui vont correspondre à chacune des semaines de la zone forfaitaire. Avant la zone forfaitaire, on va avoir deux paramètres, le tarif de zone basse et le supplément zone basse. Et au-delà de la zone forfaitaire, on va avoir un paramètre qui va correspondre au supplément zone haute. On a deux contraintes pour construire ces paramètres. La première, je l'ai déjà évoquée, ça va être que une fois qu'on va valoriser l'activité, l'entièreté de l'activité des GMT avec ces paramètres, on doit aboutir sur une valorisation moyenne qui reproduit la hiérarchie de l'échelle de pondération. Et la deuxième contrainte, ça va être que la valorisation totale de l'activité doit rester dans une enveloppe qui a été prédéfinie en construction. Donc, pour les valeurs des paramètres de la grille tarifaire de 2023, les paramètres ont été construits de telle sorte que la valorisation de l'activité 2023 par les tarifs et les coefficients 2023 correspondent à une enveloppe qui a été définie par construction. Donc ça, je l'ai déjà dit. On voulait mettre un point sur le fait que les tarifs qu'on obtient, donc les différents paramètres de la grille tarifaire, ils ne sont pas comparables avec les tarifs de la DMA, même s'ils reposent sur la même nomenclature de GMT. Parce que les tarifs de DMA n'ont pas été construits avec la même activité. En fait, pour rappel, ils ont été construits sur la base de l'activité 2019 qui était plus élevée, enfin une activité qui était plus forte que l'activité qui a servi à construire les tarifs nouveaux modèles. Donc, en conséquence, proportionnellement, en fait, étant donné que l'activité était plus forte, les tarifs de DMA étaient proportionnellement plus faibles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la mise en place d'un mécanisme de garantie de financement pour sécuriser pour sécuriser les recettes des établissements en perte d'activité, ça depuis 2020. Et on va revenir sur les autres éléments qui font qu'on ne peut pas comparer les tarifs nouveaux modèles et les tarifs DMA. Juste au niveau de l'enveloppe, voilà, sur le secteur DAF donc qui nous préoccupe, l'enveloppe, elle est fixée à partir de l'OD et elle correspond donc
Donc ça, c'est l'enveloppe de construction des nouveaux tarifs, hein. Elle correspond à 50% de l'OD auquel on retranche les ACE et les suppléments transport, puisque en fait, ces valorisations des tarifs, elles s'intègrent dans le compartiment activité avec les ACE et avec les suppléments transport, et c'est l'ensemble du compartiment activité qui représente 50% de l'OD. C'est pour ça que les tarifs ont des bases, les ACE et les suppléments transport. Voilà, sur la comparaison avec la DMA, donc voilà, cette comparaison, elle n'est pas possible, pour les raisons suivantes, en fait. Donc, l'année de référence de construction des tarifs n'est pas la même. C'était 2019 pour la DMA et 2022 pour le nouveau modèle. La part de l'enveloppe utilisée pour la construction, n'est pas la même, donc les tarifs DMA, ils reflétaient 100% de l'OD et en fait, on appliquait ensuite une fraction de tarif de 10%. Sur le nouveau modèle, en fait, on a une enveloppe qui représente, donc je viens d'en parler à la slide précédente, 50% de l'OD, desquels on débase les ACE et les transports. Le périmètre des charges n'est pas le même, en particulier, les montants des revalorisations salariales qui, dans le modèle en DMA, étaient inclus dans la DAF et en HAC, alors que là, c'est des montants qui sont dans l'OD. Donc comme ils sont dans l'OD, en fait, ils sont répartis à 50% dans les tarifs. Il y avait une majoration pédiatrique qui était appliquée, lors de la valorisation en DMA. Cette majoration pédiatrique, elle n'est plus utilisée puisqu'on met en place, une dotation pédiatrique. Il y avait des GMT spécifiques pour valoriser, l'activité de VCEPR en DMA. Ces GMT, n'existent plus dans le nouveau modèle puisque la valorisation est prise en compte, enfin l'activité de VCEPR devient une activité d'expertise dans le nouveau modèle. Et puis, il y a une différence de prise en compte des séjours, d'hospitalisation complète qui ne sont pas clos en fin d'année puisque, sur le modèle DMA, on avait un système d'avance avec les GMT, 8888 et sur le nouveau modèle, il y a plus de système d'avance. On a mis en place un dispositif, de séjour long. Alors le dispositif, il vise principalement à prendre en compte les problèmes de facturation côté OQN, mais voilà, par souci d'équité, on l'applique aussi sur le secteur public. Sur la valorisation, sur les règles de valorisation, pardon. Donc, on a nos paramètres tarifaires, on a nos zones forfaitaires. Donc, à partir de là, on peut valoriser l'activité. Donc, en hospitalisation complète, on va valoriser des RHA. Et la valorisation, en fait, s'applique sur une modalité journalière, en fait. Le tarif de zone forfaitaire, enfin, le paramètre s'appelle tarif de zone forfaitaire. En fait, il correspond à un tarif journalier en hospitalisation complète. Et donc, on utilise ce paramètre, on le multiplie par le nombre de journées de présence du RHA et on obtient la valorisation du RHA. En hospitalisation complète, c'est un petit peu plus compliqué. On a plusieurs types de GMT. On a donc des GMT forfaitisables, des GMT non forfaitisables et des GMT sans zone forfaitaire. Donc sur les GMT avec une zone forfaitaire, on a des modalités de valorisation qui sont mixtes, donc forfaitaires et journalières. On vous a mis différents graphiques pour expliquer en fait les situations. Donc sur ces graphiques, en abscisse, on a la durée de séjour. Donc là, la finalité, hein, c'est d'expliquer comment on valorise un séjour. Donc sur le graphique, en abscisse, on a la durée du séjour et en ordonnée, on a le niveau de valorisation. Donc, quand on veut valoriser un séjour, on va regarder quelle est sa durée. Si sa durée est entre les bornes de la zone forfaitaire, donc là je suis sur le premier graphique hein, pour un GMT non forfaitisable, donc on a un seul forfait dans la zone forfaitaire. Si le séjour est dans la zone forfaitaire, il va être valorisé avec le tarif de la zone forfaitaire. Si la durée du séjour est au-delà de la zone forfaitaire, il va être valorisé avec le tarif de la zone forfaitaire auquel on va ajouter des suppléments zone haute. On va ajouter autant de suppléments zone haute qu'il y a de journées en plus par rapport à la fin de la zone forfaitaire.
Et en zone basse, c'est pareil, hein, il y a eu des contraintes au niveau du système informatique de la CNAM pour la facturation sur le secteur OQN, qui font qu'on a un petit peu modifié la valorisation en zone basse, parce qu'avant, dans le modèle DMA, en fait, on partait du tarif de zone basse qui correspondait à la valorisation de la première journée du séjour, et puis on ajoutait des suppléments. Là, en fait, côté CNAM, pour pouvoir, enfin, en particulier pour pouvoir retirer des forfaits journaliers hospitaliers dans leur système de facturation, il fallait qu'on fasse l'inverse, qu'on parte de la valorisation la plus haute et qu'on enlève des suppléments. Donc on l'applique côté OQN et on applique les mêmes règles côté public. Donc du coup, la valorisation en zone basse, elle se fait cette fois-ci à partir du TZB, sauf que le TZB maintenant ne représente plus la valorisation de la première journée, mais le TZB, il va être égal au premier tarif de zone forfaitaire. Et donc on va partir de la valorisation de la zone forfaitaire, et puis on va retrancher des suppléments de zone basse enfin on va retrancher autant de suppléments de zone basse qu'il y a de journées entre la durée du séjour et le début de la zone forfaitaire. Voilà, ça se passe de la même façon sur les GMT forfaitisables. La seule différence, c'est que voilà, on a 3 semaines de forfait. Donc en fonction de là où se situe le séjour en termes de durée, il peut être valorisé soit avec le TZF1, soit avec le TZF2, soit avec le TZF3, sachant qu'il y a une gradation de ces valorisations avec l'augmentation de la durée. Pour les GMT qui n'ont pas de zone forfaitaire, on est sur une valorisation qui est journalière, et la valorisation, elle se fait en zone basse. Donc en fait, on considère, on a un TZB, on a un tarif de zone basse qui correspond à, je vais prendre l'exemple des GMT qui regroupent les séjours de moins de 8 jours en transfert mutation décès, puisque là, le nombre de journées maximum est de 7. Donc sur ces GMT-là, on a un tarif journalier qu'on multiplie par 7. Ça nous donne le tarif zone basse. Et ce tarif zone basse, c'est un maximum auquel on va retrancher, on va retrancher des suppléments zone basse, donc des valeurs journalières, et autant de fois qu'il y a de journées entre 7 jours et la durée du séjour. Voilà. Et puis sur les GMT de pédiatrie et de soins palliatifs, ça se passe de la même façon, sauf que la borne haute, elle n'est pas à J7, elle est à J90. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une borne haute à J90 aussi sur les GMT forfaitisables et non forfaitisables. C'est parce qu'en fait, on intègre avec le nouveau modèle un dispositif de financement des séjours longs que je vais vous expliquer dans les slides suivantes. Donc, les raisons de ce dispositif, c'est que voilà, on peut avoir des séjours qui durent plus de 90 jours, et voilà, sur le secteur privé, c'était pour permettre la facturation à 90 jours à la CNAM qu'on a défini ce modèle. En fait, ce modèle, il va permettre aux établissements de facturer les 90 premiers jours et de se faire facturer ensuite les journées supérieures enfin, les journées au-delà de J90 de manière hebdomadaire. Donc ça, c'est le principe sur les établissements privés. On applique le même principe pour la valorisation sur les établissements publics. Donc ce qui va se passer, c'est que pour un séjour qui va avoir plus de 90 jours de présence, on va avoir 2 GMT. En fait, on va avoir un premier
un premier GMT, un premier groupage sur la base des données des 90 premiers jours et un second groupage. Ce second groupage, il va permettre, de valoriser, donc les journées, du séjour qui sont situées au-delà du 90e jour. Donc en termes de valorisation, pour les 90 premiers jours, en fait, on va valoriser, de la façon qui a été décrite dans les slides précédentes. On va valoriser comme si le séjour faisait 90 jours. Donc on va avoir une première valorisation des 90 premiers jours. Donc ça va se passer en appliquant soit le TZF si c'est un GMT non forfaitisable, soit le troisième tarif, donc le TZF 3 si c'est un GMT forfaitisable, auquel on va rajouter des suppléments de zone haute et autant de suppléments de zone haute qu'il y a de journées entre les 90 jours et la fin de la zone forfaitaire. Au-delà des 90 jours, on va avoir un GMT. Ce GMT-là, il va être spécifique au groupe de réadaptation du séjour. Donc, tous les séjours qui sont dans le même groupe de réadaptation vont avoir leur journée au-delà de 90 jours facturée sur la base d'un même GMT. La facturation par ce GMT, enfin la valorisation, pardon, par ce GMT, elle se passe de la même façon que la valorisation pour le GMT, pour le GMT qui regroupe les séjours en transfert d'essai de moins de 8 jours. En fait, c'est une valorisation en zone basse, parce qu'on valorise en fait, on valorise par RHA. Donc chaque RHA au-delà de J90 va avoir une valorisation de maximum 7 jours. Et si le RHA fait moins de 7 jours, on retranche des suppléments de zone basse. Voilà, ça c'est le principe du dispositif des séjours longs. De valorisation des séjours longs. Donc, ça clôture un peu l'explication pour les valorisations en GMT. Donc, on a mis une slide sur les suppléments transport pour vous indiquer que ces suppléments, ils sont valorisés en sus du GMT et ils sont valorisés selon la même périodicité que les GMT. Donc, pour les séjours qui font 90 jours ou moins. Donc, si le séjour n'est pas clos, il n'y a pas de valorisation. Il n'y a pas de valorisation en GMT et il n'y a pas de valorisation des transports si le séjour fait moins de 90 jours et qu'il n'est pas clos. Si le séjour fait 90 jours ou moins et qu'il est clos, il y a une valorisation en GMT et il y a une valorisation de tous les transports. Pour les séjours qui font plus de 90 jours, donc, comme je viens de l'expliquer, en GMT, il y a une première valorisation au bout de 90 jours et des valorisations de chaque RHA au-delà de J90. Et bien, pour les transports, c'est pareil. La valorisation de tous les séjours sur la période des 90 premiers jours va s'effectuer à J90. Et puis, la facturation des transports, des suppléments transport au-delà de J90 se fait pour chaque RHA. Donc, sur les suppléments transport, on retrouve les mêmes suppléments transport qui existaient dans le modèle précédent. Ils ont changé de nom, ils s'appellent ST4, ST5, ST6, mais ST4 correspond au supplément transport pour transfert définitif, ST5 pour transfert provisoire, et puis ST6, supplément transport pour les permissions. Donc à ces valorisations, pour obtenir les valorisations, là on est sur des valorisations en base de remboursement. Pour obtenir les valorisations finales, on va appliquer un certain nombre de coefficients. Ces coefficients, ils sont fixés de manière annuelle au 1er mars, donc comme les tarifs. Bon, le coefficient honoraire, ça ne vous concerne pas. Et la liste des coefficients, elle est donnée dans le tableau. Donc, il y a un coefficient géographique qui s'applique de manière régionale et qui vise à prendre en compte les surcoûts spécifiques
constatés dans certaines zones géographiques, donc des surcoûts immobiliers, salariaux, fiscaux. Il y a un coefficient prudentiel qui a pour but de mettre en réserve des crédits pour prévenir le dépassement de l'Ondam, un éventuel dépassement de l'Ondam. Il y a un coefficient de reprise qui s'applique par statut juridique et qui vise à minorer les tarifs nationaux de prestations pour prendre en compte les effets générés par les dispositifs d'allègement fiscaux et sociaux. Un coefficient RH, donc ou Ségur, on peut l'appeler aussi, qui s'applique là aussi par statut juridique et qui vise à moduler les tarifs nationaux des prestations pour prendre en compte les effets induits par le dispositif de revalorisation salariale, coefficient honoraire et un coefficient de spécialisation qui a été neutralisé depuis un moment déjà, qui reste neutralisé depuis la nouvelle version de classification, puisque la nouvelle version de classification prend mieux en compte la spécialisation. Donc, ces coefficients, ils s'appliquent à la valorisation des GMT pour des raisons de compatibilité avec la facturation directe. Ces coefficients, ils s'appliquent également au supplément transport et ça inclut les coefficients honoraires, reprises et RH. Là aussi, hein, c'est une contrainte par rapport au système d'information de la CNAM. Donc, une fois qu'on a valorisé en base de remboursement, qu'on a appliqué les coefficients, on passe en dépenses assurance maladie selon le droit des patients en appliquant le taux de remboursement et en faisant la déduction des forfaits journaliers hospitaliers, le cas échéant. Et je vais passer la parole à Clément Rallet. Enfin, je vais repasser la parole à Clément Rallet pour la suite de cette partie. Donc on va vous présenter les éléments sur l'activité qui est prise en compte dans la valorisation. Donc on va déjà aborder le sujet du périmètre, donc sur l'hospitalisation partielle, hein, on est dans le cadre des transmissions des journées de présence de l'année en cours, avec un groupage ORHA et un financement à la journée. Donc sur les RHA, vous avez ensuite en dessous toutes les listes d'exclusion de RHA qui ne font pas l'objet d'une valorisation, qui sont décrits dans les guides aux valides, sur lesquels on ne va pas revenir précisément dessus aujourd'hui, mais sur lesquels on pourra répondre aux éventuelles questions dans le chat. Sur l'hospitalisation partielle, donc là, c'est une transmission des séjours réalisés au cours de l'année N, dont les journées N-1 pour les séjours à cheval. On est sur un groupage au séjour avec un financement au séjour. Vous avez aussi la liste d'exclusion des séjours qui ne font pas l'objet d'une valorisation ci-dessous. Donc maintenant, on va préciser un peu plus les éléments de groupage et de valorisation d'activité. Donc sur l'hospitalisation partielle, on est sur un financement à la journée, comme j'ai précisé précédemment, et sur l'hospitalisation complète, on est au séjour. Donc il y a le sujet notamment de la prise en compte des séjours à cheval entre 2 années qui sont transmis au cours de l'année N. Voilà, sur lequel on va faire un focus particulier sur l'hospitalisation complète, étant donné notamment le dispositif de financement des séjours longs, sachant dans cet exercice, il y a, comme c'est une refonte d'un modèle de financement avec une année de démarrage, et il y a la nécessité de distinguer cette année de démarrage, qui est 2023, au fonctionnement en routine qui aura lieu sur la valorisation des séjours d'hospitalisation complète. Donc dans la suite de la présentation, vous allez trouver différents schémas qui essaient de représenter les différentes situations. Donc on va présenter la première situation qui est sur les séjours dont la date de début est en année N, donc c'est les séjours qui ne sont pas à cheval. Avec un premier séjour en fait qui est non clos de moins de 90 jours, qui a une durée de journée de présence de 34 jours. Et donc du coup, étant donné qu'il n'est pas clos en fin d'année, il n'y a pas de valorisation qui est faite sur ces séjours-là. Le séjour sera valorisé l'année suivante. On a un deuxième exemple en bas, donc sur un séjour clos de moins de 90 jours. Donc là, le séjour est clos, donc il fait l'objet d'une valorisation
à la date de clôture du séjour. Ce séjour-là fait aussi 34 jours et il a une valorisation par le GMT, le premier GMT, hein, tel qu'il a été présenté préalablement, de 34 journées. Donc là, on est dans les cas relativement simples. On va continuer sur les cas relativement simples avec une date de début qui est toujours en année N. Donc dans le troisième exemple, on a un séjour clos de plus de 90 jours, donc qui est transmis en 2023. Voilà, donc il va du 4 mars au 22 juin. Donc les 90 premiers jours sont valorisés via le GMT1 et ensuite vous avez une valorisation des 20 jours qui sont au-delà de J90 à hauteur de 20 journées. En dessous, on vous a mis un autre séjour qui, lui, fait plus de 90 jours, mais qui n'est pas clos en fin d'année, au 31/12/2023. Donc, on est sur le même principe. Il y a une valorisation par le GMT1 qui est fait au bout des 90 jours. Donc là, on est toujours sur le 2 juin 2023. Et ensuite, là, il y a une valorisation donc, par RHA qui se fait sur le GMT2 sur le reste de l'année, qui représente 212 journées de présence. Donc là, on était dans les cas relativement simples. Maintenant, on va passer sur les cas un peu plus complexes sur la prise en compte des séjours à cheval. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc voilà, il y a une année de démarrage du nouveau modèle qui nécessite de repartir de zéro parce qu'il a été fait précédemment dans le cadre de la dotation modulée à l'activité. Donc, le 2023 constitue un T0 où l'ensemble des journées du séjour transmis en 2023 est pris en compte dans la valorisation du nouveau modèle. Ça, c'est l'année de démarrage. Ensuite, 2024 et les années suivantes, on va passer sur un fonctionnement en routine, où effectivement les journées qui ont déjà fait l'objet d'une valorisation l'année précédente ne sont pas prises en compte dans la valorisation du nouveau modèle, l'année en cours. Donc on va présenter différents exemples par rapport à ça. Donc là, on se place dans le cadre de 2023, on est dans le cas 5, on est sur un séjour donc transmis en 2023. Qui est clos et qui fait plus de 90 jours, avec le 90e jour qui intervient en 2023. Donc là, on a une première valorisation en GMT1 de 90 jours. Ensuite, on a 131 jours au-delà de 90 jours jusqu'à la clôture du séjour. Donc là, le 22 juin 2023, qui fait 131 jours. Donc il y a une valorisation par le GMT2 de 131 jours. Dans le sixième exemple, voilà, on a la même durée des journées de présence, 90 jours et 131 jours, qui fait l'objet d'une même valorisation que l'exemple précédent, tant bien même, en 2023, que les 90 jours interviennent là au 3 décembre 2022, donc pendant la période 2022. Donc les deux séjours, l'exemple 5 et 6, font l'objet d'une valorisation identique en termes de nombre de journées de présence en 2023. Donc ensuite, on va passer, en fait, on va prendre un exemple on va reprendre l'exemple du séjour 4 pour voir comment ça se passe en dynamique à partir entre 2023 et 2024. Donc là, le séjour en 2023, il n'est pas clos. Il fait plus de 90 jours. Le 90e jour intervient le 2 juin 2023. Donc là, il y a une valorisation avec le GMT1 de 90 jours. Et ensuite, jusqu'à la fin d'année, il y a 212 jours qui sont valorisés avec le GMT2. Le séjour se poursuit en 2024, donc il est retransmis, le séjour est retransmis en 2024. Et donc, il y a la retransmission des journées de 2023 et de 2024. Les journées de 2023 ne sont pas revalorisées dans le cadre du nouveau modèle puisqu'elles ont été valorisées l'année précédente. Donc, on valorise toujours par le GMT2 parce qu'on est sur les journées au-delà de J90 pour le séjour. À partir du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, qui est la date de clôture du séjour. Donc, on a 31 journées qui sont valorisées en 2024 sur le GMT2. Voilà, donc on est sur les séjours à cheval, notamment, on est sur un dispositif qui est différent du dispositif qui a été mis en place dans la DMA, dans une année un peu particulière qui est 2023, qui est une année de démarrage. Donc, la comparaison, voilà, c'est comme pour les tarifs, la comparaison avec la DMA 2023 n'est pas possible. Donc, notamment dans la DMA 2023, les séjours non clos au 31/12 sont valorisés comme s'ils étaient clos. Ça, c'est pour mettre fin au dispositif DMA et notamment les avances des séjours non clos. Voilà, étant donné qu'on est sur la fin d'un modèle, il faut pouvoir mettre fin à ce dispositif et ça fait l'objet en 2023 d'un versement à l'euro.
Dans le cadre du nouveau modèle, voilà, ça va être l'année de démarrage en fait, de la prise en compte, de ces séjours-là. Donc on repart de 0, c'est un T0, et qui permet de la valorisation des séjours. Donc là, on n'est pas sur 2023, mais c'est à partir de 2024 qu'il y aura un versement à l'euro par les arrêtés versements. Dans 2023, on est une prise en compte dans le cadre de la régularisation ex post qui va vous être présentée dans la 3e partie. Donc voilà, donc comme je disais, comme pour les tarifs, on a une activité, l'activité valorisée entre les 2 modèles n'est pas comparable. Donc voilà, donc avant de passer aux outils de restitution, on va prendre en compte quelques questions qui ont été, posées. Excusez-moi. Alors il y a une première question sur les règles de calcul qui sont liées aux cas particuliers, notamment en cas d'accident du travail, de maladies professionnelles, de régimes spéciaux, et cetera. Et donc c'est pour bénéficier des règles de calcul. Donc on vous mettra, hein, dans la foire aux questions, en fait, il y a un guide de facturation qui a été mis en publication sur le site du ministère de la Santé et qui reprend ces règles-là d'application. Alors, il y a une demande aussi, sur les modifications qui ont été apportées au calcul des zones basses. Donc il y a une modification des modalités de calcul sur les zones basses qui est intervenue pour prendre en compte le fait, contrairement à la DMA, prendre en compte en fait la déduction du forfait journalier d'hospitalisation quand le patient est redevable du forfait journalier. Et ça a nécessité en fait d'adapter les formules de calcul qui sont maintenant proches, du MCO, puisqu'en fait, c'est un tarif forfaitaire qui s'applique, le tarif zone basse, qui est de même hauteur, hein, que le tarif de la zone forfaitaire, sur lesquels on déduit les suppléments zone basse en fonction de l'écart entre le début de la zone forfaitaire et le nombre de journées de présence. Il y avait une question sur le coefficient de transition, il va-t-il changer? Donc il n'y a plus, dans le cadre du nouveau modèle, il n'y a plus de coefficient de transition. Il y a une dotation de transition sur lequel on va vous exposer les principes dans la dernière partie de la présentation. Et ensuite, il y a eu pas mal de questions sur la classification médico-économique, sur lequel, voilà, on vous renverra aussi dans la foire aux questions, parce qu'il y a un webinaire aussi qui a été fait par le service médical à l'agence qui porte sur, la classification. Donc à disposition sur le site de l'agence, il y a une présentation qui est commentée et qui, je pense, répondra à l'ensemble des questions qui ont été posées. On regarde les autres questions. Il y avait pas mal, on a vu pas mal de questions en fait, sur la prise en compte dans la grille tarifaire, des niveaux de lourdeur et des niveaux de sévérité. Voilà, donc je me permets de rappeler qu'en termes de construction, on est bien sur un financement au séjour, que les niveaux de lourdeur et les niveaux de sévérité sont des facteurs d'allongement de la durée de séjour, et qui ne prennent pas en compte, l'intensité de soins journaliers. Ils prennent en compte un allongement de la durée de séjour. Donc en moyenne, par exemple, vous avez un séjour de niveau 2 qui dure plus longtemps qu'un séjour de niveau 1. Et les tarifs, ils ont été construits pour qu'il y ait une hiérarchie moyenne au séjour, en fonction des moyens mobilisés par les établissements de santé. Voilà, donc c'est pas un financement à la journée. Ce ne sont pas des tarifs journaliers qui sont dans la grille tarifaire. Très clairement, si les outils on était sur un financement à la journée sur l'hospitalisation complète, que les outils, ils avaient été construits, à la journée, aujourd'hui, il y aurait pas 1 300 GME.
très clairement, il y en aurait beaucoup moins et notamment en termes de grille tarifaire, voilà, vous avez un financement journalier en SMR qui varie entre 150 et 300 millions d'euros. Donc il n'y a pas besoin de 1 300 GMT, pour financer à la journée. Donc voilà, donc c'est bien un financement au séjour qui décrit, voilà, qui du fait des spécificités du SMR avec des durées de séjour qui peuvent être variables et très longues, prennent en compte ça, mais on est bien un f un forfait moyen au séjour qui a une modalité d'application journalière quand la durée est en dehors des zones forfaitaires. Donc ça, c'est un élément quand même important pour comprendre le dispositif. Voilà. Hem Voilà, donc on sait qu'il y a pour continuer, je suis désolé, mais on sait qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont à durée égale, enfin, en disant, voilà, un séjour de niveau 1 à durée égale d'un séjour de niveau 2. Voilà, je redis, en moyenne, un séjour de niveau 2 dure plus longtemps qu'un séjour de niveau 1, même s'il peut y avoir des particularités sur certains séjours qui font que. Voilà, sachant que l'intérêt des établissements reste de coder, l'activité de manière la plus fiable possible, puisque en fait, ce codage de l'activité va entraîner à plus ou moins long terme, les changements de la classification, sachant que sur le champ SSR, voilà, il n'y a pas la maturité qu'on connaît sur le champ MCO, donc c'est une classification qui a besoin de s'améliorer au fil du temps. Voilà, voilà pour les questions. Donc je vais laisser la parole à Marlène Bernard qui va vous présenter la partie. Bonjour, donc Marlène Bernard du service data de la TIH, demande accès, traitement et analyse. Donc je vais revenir avec vous sur les outils de restitution pour la mise en place de cette réforme. Donc, on va déjà démarrer sur l'année 2023. Donc, pour l'année 2023, on a 2 calculs de valorisation concomitants, un sur les règles du modèle transitoire, donc le modèle DMA, et un avec les règles du nouveau modèle, donc le modèle que nous aurons ensuite en 2024. Alors, la mise en œuvre s'est faite en 2 temps, surtout pour la valorisation côté nouveau modèle. On a commencé ce calcul de valorisation en M11, qui a été une grande période de test. Et en M12, en revanche, vous avez donc les éléments définitifs qui doivent être pris en compte pour la régularisation ex post, à la fois pour le modèle transitoire côté DMA et pour le nouveau modèle. Alors, je vous indique aussi que pour l'activité de l'année 2023, un lambda sera disponible qui permettra donc qui correspondra au périmètre de l'ensemble de l'année 2023. Il sera disponible courant de l'année 2024 comme les années précédentes et par contre, il ne concernera que les règles du modèle transitoire, donc le côté valorisation DMA. Donc, OM12 2023, parce que ce sont les éléments qui sont retenus pour la régularisation, votre établissement a transmis ces données sur IPMSI, a commandé son traitement au valide SMR et a donc obtenu 2 éléments. La valorisation de son activité externe, donc hors passage, hors établissement qui sont passés à FIDES, et sur le périmètre des factures qui étaient facturables à l'assurance maladie. Et pour la partie valorisation de l'hospitalisation, vous avez donc 2 modules de valorisation, un sur le modèle transitoire pour la DMA et un pour le nouveau modèle. Après validation de ces données-là, votre ARS a pu prendre connaissance également de ces éléments. Et à l'issue du traitement au valide, l'établissement donc a pu récupérer dans un premier temps via Visual Valo SSR les éléments de valorisation du modèle transitoire, comme c'était le cas depuis plusieurs années, depuis le démarrage du modèle transitoire, et un deuxième élément, donc le Visual Valo SMR, qui lui a permis donc de récupérer les éléments via les modalités de calcul de la valorisation pour le nouveau modèle dans le cadre de la réforme. Et donc ces éléments sont récupérables ensuite au sein de l'établissement. Donc, pour l'instant, on reste sur la valorisation côté modèle transitoire, donc côté DMA, OM12 2023. Donc, vous avez un ensemble de tableaux qui étaient disponibles depuis plusieurs années et que vous avez consulté, que vous connaissez sans doute bien, et l'outil Visual Valo SSR qui vous permettait donc de récupérer ces éléments de valorisation de manière détaillée et éventuellement de les implanter dans votre établissement.
Donc, je ne vais pas revenir en détail sur beaucoup de tableaux valides du M12 2023 version modèle transitoire, parce que ce sont les mêmes depuis longtemps. Pour autant, il y avait quelques spécificités au M12 2023. Donc, comme on vous l'a expliqué plus tôt, pour mettre fin au système des avances du point de vue du modèle transitoire de la DMA, on a valorisé au M12 2023 tous les séjours, même ceux qui étaient en cours et de moins de 70 jours, on les a tous valorisés comme s'ils étaient clos. Donc, dans le tableau SV qui reprend tous les motifs de non-valorisation, ce motif de non-valorisation-là ne donne aucun effectif. Ensuite, une autre spécificité de la transmission M12 2023, c'est qu'à l'occasion de cette transmission uniquement pour 2023, il y a eu une levée du coefficient prudentiel qui n'a donc pas été appliquée pour le calcul de cette transmission, et on a donc égalité des montants entre les montants en base de remboursement et les montants en base de remboursement avec coefficient prudentiel. Donc ça, il s'agissait des spécificités du M12 2023 version DMA. Maintenant, la valorisation côté nouveau modèle. Alors, un ensemble de tableaux ont été mis à disposition, donc notamment en M12 2023. Donc, c'est la section que vous voyez ici, la section 3V, valorisation nouveau modèle. Ces tableaux-là ont été repris quasiment de manière similaire en 2024, mais ils sont désormais intégrés à la partie 1V valorisation, car en 2024, on n'a plus que le calcul de valorisation nouvelle réforme, nouveau modèle, pardon, et donc on n'a plus cette double valorisation avec la DMA. De la même manière, en M12 2023, on avait 2 visual valo, un pour la partie DMA, un pour le nouveau modèle. En 2024, on n'a donc plus que le nouveau visual valo SMR qui correspond aux éléments du nouveau modèle. Donc, comme les tableaux intégrés en M12 2023 ont été poursuivis en 2024, je vais vous présenter ces tableaux version 2024. Et pour le visual valo SMR, ce sont aussi les mêmes éléments, mais il a quand même été enrichi en 2024. Donc, je vous présenterai aussi plutôt la version 2024. Donc, en 2024, ce qui a changé dans le circuit qu'on a vu précédemment par rapport à la version où on avait la double valorisation, eh bien, c'est que pour la partie hospitalisation, on n'a plus que la valorisation nouveau modèle. Et pour la partie visual valo, on n'a donc plus que le visual valo SMR, puisque c'est l'outil qui correspond à la valorisation nouveau modèle qui vient de vous être présenté. Donc, si on reprend les éléments qui sont, on va dire, qui diffèrent entre les tableaux que vous aviez l'habitude de manipuler côté DMA et les tableaux que vous avez vus apparaître depuis M12 2023, côté nouveau modèle. Donc, si on prend le tableau SV, alors pour rappel, le tableau SV démarre sur le volume de l'activité qui a été transmis par l'établissement pour aboutir en fin de tableau au volume d'activité qui va être in fine valorisé. Entre-temps, vous avez l'ensemble des motifs de non-valorisation qui ont été retrouvés. Donc, je vous rappelle que ces motifs de non-valorisation ne sont pas exclusifs. Donc, un séjour peut être concerné par plusieurs de ces motifs. On peut avoir, par exemple, un séjour en PIE et un séjour de moins de 90 jours. Donc, dans ces motifs de non-valorisation, ceux qui sont différents dans la version nouveau modèle, eh bien, c'est le fait d'être un séjour d'hospitalisation complète de moins de 90 jours, puisque ces séjours seront valorisés à partir de la 90e journée de présence ou de leur clôture. Et l'activité EVC-EPR, donc du GN 0103, qui correspond maintenant à une activité d'expertise. Ensuite, on va retrouver le tableau CMTHC, qui permet d'avoir un case mix par couple GME-GMT. Alors, il a aussi été modifié par rapport à ce qu'on avait en DMA pour pouvoir voir apparaître dans ce tableau, donc qui ne concerne que l'hospitalisation complète, les éléments de valorisation liés à la partie GMT1, donc c'est-à-dire liés aux 90 premières journées de présence, et la partie GMT2, c'est-à-dire les séjours qui dépassent 90 journées de présence. Et donc, la partie GMT2 ne correspond qu'aux journées au-delà de la 90e journée de présence. Donc, si on prend la première ligne, pour ce couple GMT-GME du GN 0106, on a 2 séjours qui ont été valorisés avec ce GMT-là. Ici, on a le montant total de la partie GMT1 et on voit donc visiblement qu'il y avait un séjour en zone basse et un séjour en zone forfaitaire 1.
Si on prend le deuxième exemple, pour le GMT 009, on a un seul séjour qui n'a pas de partie GMT, mais qui a une partie GMT2, c'est-à-dire qu'on ne lui a valorisé que les journées au-delà de la 90e journée de présence. C'est typiquement un cas où le 90e jour de présence était en 2023, donc seuls ont été valorisées les journées 2024. Le dernier exemple est un peu particulier, mais vous pouvez le rencontrer aussi. Donc, par exemple, pour ce GMT 0010, on a deux séjours, un qui est valorisé en zone basse, un autre qui est valorisé en zone haute, et on voit qu'il y a une partie 2 parce qu'on a un GMT hebdomadaire qui est mentionné. Pour autant, on n'a pas de journée valorisée. Ça peut s'expliquer quand un patient sort un lundi et qu'il n'a que 90 journées de présence. Dans ces cas-là, vous avez l'habitude de transmettre le RHA qui contient la date de sortie, donc le RHA qui contient le lundi la date de sortie. Pour autant, c'est la présence à minuit qui compte en SSR, donc la journée du lundi n'est pas comptabilisée. Donc c'est normal qu'on retrouve, dans certains cas, 0 journée valorisée pour un GMT hebdomadaire. Ce tableau est décliné aussi dans la partie B par GN, donc dans un détail un peu moins fin. Ensuite, vous avez aussi un tableau de casemic et hospitalisation partielle, mais qui est beaucoup plus facilement compréhensible, donc on ne reviendra pas dessus maintenant. Ensuite, vous avez le tableau qui résume l'activité d'un point de vue effectif et valorisation. Donc cette page RAEV est divisée en plusieurs tableaux. Le tableau A vous permet de vérifier que les coefficients qui ont été appliqués avant 1er mars et à partir du 1er mars correspondent bien à votre établissement. Alors, vous verrez qu'en M3, les nouveaux coefficients valables à partir de mars n'ont pas encore été appliqués, mais cela sera fait pour M4. Donc, pour l'instant, les deux lignes sont similaires. Le tableau suivant qui vient compléter la page RAEV, c'est donc le tableau de synthèse vraiment de l'année qui permet de retrouver à nouveau le total de valorisation pour l'hospitalisation complète, pour l'hospitalisation partielle. Pour l'hospitalisation complète, on va pouvoir retrouver le détail de la partie GMT1, donc qui correspond aux 90 premiers jours de présence, et la partie GMT2, qui correspond, elle, au GMT hebdomadaire, donc en journée au-delà du 90e jour de présence. Alors, par rapport au tableau qui était présenté un petit peu de la même manière, version DMA, on a distingué en 2 colonnes les effectifs de séjour et de journée pour essayer de s'y repérer plus facilement. Et par rapport aussi au tableau qu'on avait en M12 2023, à partir de M1 2024, le coefficient prudentiel est de nouveau appliqué. Donc, on n'a plus d'égalité entre les 2 colonnes des montants en base de remboursement. Ce tableau est ensuite décliné pour les moins de 18 ans. Donc, je rappelle que le tableau B est complet, c'est-à-dire qu'il reprend l'ensemble de l'activité et la population des patients de moins de 18 ans est reprise dans le tableau C. Le tableau C est bien donc inclus dans le tableau B. Ensuite, on a la valorisation des suppléments transport, donc qui viennent s'ajouter au GMT. Donc, comme on vous l'a expliqué précédemment, même pour les suppléments transport, pour des contraintes liées à la facturation directe, les coefficients sont appliqués. Donc, on vous les rappelle dans le tableau A de la page qui correspond à la valorisation des transports. Dans le tableau B, pour la valorisation des suppléments transport, on vous présente par code de transport, donc on en a 3, ST4, ST5, ST6. Donc ce sont ceux qui ont déjà été présentés plus tôt, et donc ce sont ceux qui viennent remplacer les codes ST1 et ST3 qu'on avait en 2023. Donc par code de supplément transport et par classe de distance, vous avez le nombre de suppléments qui ont été transmis, qui sont valorisés, le nombre de séjours concernés et les montants classiquement, montant BR avec coefficient prudentiel et montant assurance maladie en face. De la même manière que pour le tableau RAEV, le tableau C ce tableau est décliné également pour les moins de 18 ans dans le tableau C. Alors pour les suppléments transport, en espérant que ça vous aide aussi à pouvoir visualiser l'ensemble de vos suppléments, on a créé un tableau D qui, lui, reprend à l'inverse des transports non valorisés. Donc, pour chaque code et chaque classe de distance, on vous donne le nombre de suppléments qu'on n'a pas valorisés. Alors, ils n'ont pas été valorisés en gros pour 2 raisons. Soit parce que le code retour associé à la date allée n'était pas bon, donc ça veut dire qu'il y avait une incohérence sur la date qui était renseignée dans le fiche compte transport, ou alors parce que le séjour ou le RHA auquel est lié le supplément
n'est lui-même pas valorisé. Donc ces éléments, je reviendrai un peu après. En tout cas, cet effectif sont aussi maintenant restitués depuis quelques jours dans Visual Valo SMR. Ensuite, dernière partie pour la valorisation côté nouveau modèle, c'est tout ce qui touche aux molécules onéreuses. Donc, on va retrouver le tableau VMED qui correspond au liste en sus, donc liste en sus MCO ou touchant en tout cas, et la liste spécifique SMR. Donc, ce tableau est distingué est différencié, ce dont il s'agit de la liste en sus touchant ou MCO ou T2A selon comment on l'appelle, et la liste en sus spécifique SMR. On va retrouver donc pour chaque code UCD les effectifs UCD transmis, valorisés. Et donc, depuis 2024, on applique le tarif de responsabilité de la liste en sus touchant. Donc, vous retrouvez, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les éléments du MCO avec le tarif de responsabilité, ce qu'on appelle l'EMI, l'écart moyen indemnisable. Le détail de ces données-là sont dans le guide au valide de lecture SMR. Pour l'application des tarifs de responsabilité de la liste des molécules de la liste en sus SMR, ces tarifs ont été appliqués à partir des transmissions M3. Donc, avant, c'était les montants déclarés par l'établissement, donc les dépenses de l'établissement qui étaient comptabilisées en M1 et M2. De même que pour les transports et la synthèse de valorisation, ce tableau est aussi détaillé pour les patients de moins de 18 ans. On retrouve aussi, pour le tableau VMED, on a aussi ajouté un tableau qui donne le volume d'UCD, donc de molécules onéreuses, qui n'ont pas été valorisées. Alors, les molécules peuvent ne pas être valorisées, c'est un peu plus compliqué pour les transports. Il y a plus de cas, ils sont détaillés aussi dans le guide au valide. Celui qui est peut-être rarement repéré par les établissements, c'est lorsqu'on a repéré des RHA, donc des semaines où le nombre d'UCD moyen journalier était aberrant, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de 20 UCD par jour en moyenne. Donc, si vous retrouvez des éléments dans ce tableau-là, vous pouvez déjà tout de suite aller consulter le tableau EAMED qui est dans la partie qualité, donc les effectifs atypiques des fiches compte médicaments, qui vous dira s'il y a des RHA qui ont été détectés et quels UCD, avec quel volume, à quel volume ça correspond. Par expérience, si on a des RHA qui sont détectés ici, ce sont la plupart du temps des problèmes d'unité de déclaration dans le fiche compte qui fait que les volumes sont très importants. Donc, pensez à vérifier bien les volumes qui sont transmis. Pour les molécules onéreuses, on finit avec la liste APAC, donc accès précoce, accès compassionnel. Donc, de la même manière, on va avoir le tableau A qui va nous donner les effectifs et le montant valorisé des molécules donc, qui sont sur la liste, qui sont rattachées à des séjours par rapport à leur date sur la liste, etc. Vous avez aussi la déclinaison de ce tableau pour les moins de 18 ans et vous avez également une synthèse dans le tableau C de ce qui n'a pas été valorisé dans cette transmission. Alors, le dernier outil, c'est donc Visual Valo SMR. Donc, Visual Valo SMR, vous l'avez à disposition depuis M12 2023. On l'a beaucoup complété en 2024. Donc là, je vous ai simplement mis un extrait. C'est donc bien un fichier que vous pouvez récupérer en annexe de la présentation. Je vous ai remis la page où vous pouvez le récupérer, donc sur l'espace de téléchargement du site de la TIH. Donc, dans ce fichier-là, vous allez retrouver une ligne par RHA d'HP ou une ligne par séjour d'hospitalisation complète. Vous allez savoir si le séjour est valorisé ou pas. S'il n'est pas valorisé, quel en est le motif, le ou les motifs. Et ensuite, vous allez avoir tous les éléments de valorisation qui ont été utilisés pour calculer le montant assurance maladie, GMT, nombre de journées, la zone de valorisation, le taux de remboursement du patient, le montant du forfait journalier, etc., etc. Donc, vous allez retrouver tous les montants qui sont présentés dans les tableaux valides, mais de manière individuelle. Montant en base de remboursement avec coefficient prudentiel et montant assurance maladie. Vous retrouverez la même chose pour les suppléments transport et pour les molécules onéreuses. Et depuis quelques jours, on a aussi inclus de nouvelles informations qui sont les effectifs, par exemple, de suppléments transport qui ne sont pas valorisés pour pouvoir repérer sur quel séjour ils ne sont pas valorisés et les molécules onéreuses également qui ne sont pas valorisées pour que vous puissiez repérer de quel séjour ou de quel RHA d'HP il s'agit.
Donc, je rappelle aussi qu'à l'endroit où vous pouvez télécharger Visual Valo SMR, vous avez un guide de lecture qui décrit toute la méthode de calcul de la valorisation. Et vous avez, on a extrait aussi la liste des variables qui sont présentes dans le fichier Visual Valo SMR que vous récupérez dans un fichier Excel que vous pouvez récupérer très simplement et qui vous détaille le contenu de chaque variable. Et pour finir, ce fichier Visual Valo SMR, il est produit à la fin du traitement au valide. C'est-à-dire que si vous redéposez des données, il faut que vous allez relancer votre traitement au valide et donc de la même manière, ça va modifier votre fichier Visual Valo SMR. Donc à ce moment-là, il faut le retélécharger pour pouvoir l'exploiter dans votre établissement. Alors, en 2024, cette application de la réforme, cette mise en œuvre opérationnelle, voilà, on va dire qu'on est sur une période de stabilisation de cette mise en œuvre. Donc là, je vous ai remis un peu les étapes. Donc en M1, on a appliqué une première, on va dire un premier calcul de valorisation, on va l'appeler V0. En M2, j'ai affiché sur Agora également aux valideurs ARS avec qui vous êtes en lien, donc à la fois dans le forum des tableaux valides SSR, mais aussi des valideurs en ARS, les modifications que nous avions apportées en M2 et ensuite au 29 mars. J'y reviendrai après. En M3, on a appliqué les tarifs qui ont été publiés en date du 1er mars. On a utilisé les tarifs de responsabilité de la liste SMR qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisés. Et les premiers arrêtés de versement vont être produits, sachant que ces arrêtés de versement sont donc valables pour toute l'activité depuis janvier. Ils sont donc bien rétroactifs. Ensuite, nous avons encore quelques adaptations à faire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différents coefficients qui interviennent dans le calcul de la valorisation n'ont pas encore été mis à jour après leur mise à jour du 1er mars. Ça le sera normalement à partir de M4. Et on a aussi, par exemple, la valorisation de l'activité de patients détenus, mais qui concerne peu d'établissements, qui est aussi à mettre en œuvre. Donc, je vais revenir simplement pour essayer d'être le plus clair possible sur cette valorisation V1 qui est apparue, enfin qui a été modifiée à partir de M2. Donc, en gros, ce qui a été modifié à partir de M2, c'est pour les séjours qui avaient le 90e jour de présence qui était en 2023, donc des séjours plutôt longs. À partir de M2, la partie GMT1, donc, qui est basée sur les 90 premières journées de présence, n'est plus valorisée, puisque le 90e jour de présence est en 2023. C'est l'exemple, je crois, numéro 4 qui vous a été présenté par Clément Rallet. Ensuite, les GMT, les journées au-delà du 90e jour de présence, donc qui correspondent au GMT2 ou GMT hebdomadaire, selon comment on l'appelle, n'ont plus été valorisées. Et à partir du 29 mars, on s'est vraiment restreint au périmètre des RHA de l'année 2024 pour ces RHA qui sont concernés par le GMT hebdomadaire. Pareil pour les médicaments et les transports. En revanche, quand le 90e jour de présence est en 2024, là, rien n'a bougé à partir de M2. Alors, on a bien conscience que ces différents changements ont pu perturber, notamment pour ceux qui avaient beaucoup de journées en 2023, puisqu'elles n'ont plus été valorisées à partir de M2. Mais cela correspond bien au modèle tel qu'il doit être mis en place. Et donc, en tout cas, cela peut expliquer des variations importantes que vous avez pu observer. En tout cas, n'hésitez pas à consulter le forum des tableaux valides SSR sur Agora, voilà, où on a l'habitude de répondre très, très rapidement aux questions et en plus où on a informé sur cette modification. Pour finir, pour les établissements ex-DGF, donc comme je vous l'ai dit, à partir de M3, on va avoir les premiers arrêtés de versement. Alors, pour les établissements qui n'ont pas forcément de MCO, qui ne sont pas familiers de ces arrêtés de versement, vous allez les trouver dans IPMSI. Donc, sur le menu de gauche, vous verrez, il y a un module arrêté de versement et vous allez voir apparaître ce tableau qui permet d'avoir les montants associés aux différents éléments, donc à la partie GMT, au supplément transport, aux 3 licencius de médicaments et pour la partie ACE hors FIDES. Donc, ce tableau, il est composé de manière assez similaire au MCO pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a le montant lambda. Ensuite, on a les montants calculés hors lambda.
et les montants qui sont à notifier par l'ARS. Alors, pour 2024, ces montants lambda sont forcément à 0, puisque le lambda de l'activité 2023, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être ouvert dans le courant de l'année 2024 et ne sera pas transmis en routine comme ce qui existe actuellement pour le MCO, mais il sera bien transmis via la période M999, comme vous avez eu l'habitude ces dernières années. En revanche, à partir de 2025, vous pourrez transmettre un lambda comme sur le fonctionnement du MCO. Et ces premières colonnes pourraient éventuellement être remplies si vous avez transmis un lambda. Voilà pour la partie restitution. Je me tourne vers mes collègues pour voir s'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre rapidement. La verte, là. Alors, le visual Valo SMR de 2023, il est encore accessible. Par contre, si vous avez besoin éventuellement d'une ancienne version, on pourrait, je pense, il faudra qu'on vérifie avec le service informatique, mais il doit pouvoir être remis. En fait, on a l'habitude de les logiciels, voilà, une fois que la période est passée, de ne pas laisser l'entièreté des logiciels à disposition, sinon ça ferait des listes très longues. Alors, dans le guide de lecture d'Ovalide, vous allez trouver toutes les algorithmes, on va dire, de calcul de la valorisation. Et dans le guide de lecture de Visual Valo SMR, toutes les colonnes sont expliquées. Je vous invite, si jamais vous voyez un oubli ou quelque chose qui n'est pas clair ou une erreur, à le signaler aussi dans le forum dédié sur Agora, outil de valorisation de l'activité. Voilà, je vous remercie. Je passe la main à Bastien Fesch. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Bastien Fage pour le service financement et analyse économique. Donc, je vais vous présenter la dernière partie de ce webinaire qui va consister à vous expliquer les modalités d'application de la réforme et des nouvelles modalités de financement. Alors, pour ça, on va faire ça en 3 parties. On va regarder déjà qu'est-ce que les nouvelles modalités de financement impliquent sur la fin de 2023, comment ça va être géré au niveau établissement pour la fin de 2023. Ensuite, on va voir ce qu'impliquent les nouvelles modalités de financement pour l'année 2024 et pour toutes les années qui vont suivre. Et enfin, on parlera en dernière partie du mécanisme de transition qui est géré via ce qu'on appelle la dotation de transition qui, elle, se prolongera jusqu'en 2027. Donc, je vais commencer tout de suite par vous expliquer les grands jalons de la mise en œuvre de cette réforme, puisque donc, si on part du bas de la flèche à gauche, vous devez le savoir, la réforme est appliquée depuis le 1er juillet 2023. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que depuis le 1er juillet 2023, les nouvelles modalités de financement s'appliquent. Cependant, comme la réforme a eu lieu en mi-année, pour la période 2023 spécifiquement, on a mis en place des modalités à part, qui ne vont pas se reproduire sur les années suivantes. Donc, ce qui veut dire que le nouveau modèle, on va voir après comment, est appliqué à partir du 1er juillet 2023. Cependant, les anciennes modalités de financement, c'est-à-dire la DAF, la DMA, pour les établissements publics, sont maintenues sur toute l'année 2023, comme si la réforme n'avait pas eu lieu dans un premier temps. On va voir après comment c'est géré. En revanche, il va y avoir ce qu'on appelle une régularisation a posteriori, qui va venir appliquer le modèle sur l'année 2023. On va voir comment cette dernière est calculée aussi. Donc ça concerne l'année 2023. Donc cette régularisation a posteriori est calculée en ce moment même là pour le deuxième trimestre 2024 et donc sera notifiée très prochainement aux établissements. Par ailleurs, le modèle s'applique avec ces nouvelles modalités depuis le 1er janvier 2024. Donc là aussi, ça implique des changements au niveau des établissements. Alors, ça implique des changements. Il faut savoir que jusqu'à la première circulaire budgétaire, les établissements DAF ne seront pas encore concernés par les nouvelles modalités de financement dans le sens où des acomptes sont donnés aux établissements. On va voir comment ils sont calculés. Mais de façon rétroactive, les nouveaux vecteurs de financement vont bien s'appliquer sur toute l'année 2024 et à partir de la première circulaire budgétaire, les nouvelles boîtes du nouveau modèle de financement s'appliqueront bien au niveau des établissements.
Donc les établissements vous retrouverez bien chacune des boîtes du nouveau modèle qui vous avait été présentée en première partie, lorsqu'elle vous concerne évidemment. Donc là, on va rentrer dans les différentes étapes un peu plus en détail. Donc déjà, on va commencer par la fin de gestion 2023. Alors, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour les établissements? Les modalités de financement historiques, comme je le disais, ont été maintenues sur toute l'année 2023. Ça implique donc qu'elles ont vécu leur vie comme historiquement. Et donc, on va venir les régulariser en fin d'année sur la base de la dernière transmission, c'est-à-dire du M12 2023. Et donc, qu'est-ce qu'on va venir régulariser précisément? Alors, plusieurs choses. On va venir régulariser la DMA, donc on va venir calculer une DMA réelle comme ça se fait chaque année, avec une petite subtilité puisqu'on est en application selon des nouveaux principes, avec un mécanisme de soutien qui s'applique exclusivement sur le premier semestre, contrairement à la garantie de financement qui s'appliquait, elle, sur toute l'année. Les ACE sont aussi régularisés en fonction de l'activité réelle qui a été effectuée en 2023. Et enfin, les molécules onéreuses sont aussi régularisées en fonction des transmissions du M12 2023. Donc ça permet de donner vraiment l'ancien modèle sur l'intégralité de l'année 2023. Et ensuite, on va voir comment, un versement supplémentaire peut venir s'ajouter à toutes ces anciennes modalités de financement. C'est ce qu'on va appeler la régularisation ex post, qui va venir s'ajouter aux établissements pour appliquer le nouveau modèle. Donc, la régularisation ex post, c'est là où le nouveau modèle va vraiment prendre corps. En quoi ça va consister? Alors, le principe est assez simple, c'est qu'on va comparer des modalités anciens modèles et nouveaux modèles de financement. Alors, les modèles de financement tels qu'ils sont pensés sont pensés en annuel. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ancien modèle et le nouveau modèle de façon annuelle systématiquement. Même avec l'application au 1er juillet, on va regarder toutes les dotations, notamment annuellement. Ensuite, on va venir comparer par établissement l'ancien modèle au nouveau modèle. Et on va se servir de cette comparaison comme clé de répartition d'une enveloppe, qui est l'enveloppe de régularisation ex post. Tout ça dans la limite de l'objectif de dépenses SMR fixé nationalement. Donc, pour faire ce calcul, comme je le disais, on a d'abord besoin de savoir quelles sont les recettes dues à l'ancien modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle les versements 2023. Donc, ces recettes sont de plusieurs natures. Vous avez dans un premier temps les dotations. Donc, c'est tous les montants annuels qui ont été notifiés jusqu'à la C4 par vos ARS aux établissements. Donc, ça concerne les DAF, les MIGAC et les molécules onéreuses, en sachant que les molécules onéreuses, on prend bien en compte la régularisation qui aura été calculée en fin d'année sur toute l'année 2023. Alors, je vais passer très vite, enfin, je vais complètement passer les prestations hospitalières ex OQN, car ça ne concerne pas les établissements publics. Mais donc, une autre partie des recettes 2023, c'est la DMA, donc, qui est calculée sur 2023 et donc, on calcule une DMA réelle sur l'année 2023. Alors, comment cette dernière est calculée? En fait, la DMA annuelle 2023 est séparée en deux DMA. Une DMA pour les soins de janvier à juin, premier semestre, et une DMA pour les soins de juillet à décembre. Pour les soins de janvier à juin, le mécanisme de soutien vient s'appliquer. Donc, un peu sur le même principe que du temps de la garantie de financement, on va venir prendre le maximum entre la DMA du premier semestre et le mécanisme de soutien. Et donc, ce maximum, on va y ajouter la DMA pour les soins de juillet à décembre. Et enfin, on va aussi prendre, pour l'ancien modèle de financement, les ACE au réel, qui là aussi, on aura bien pris en compte la dernière régularisation d'ACE sur la base des données M12 2023. Donc ça, c'est pour un établissement, tout ce que représente l'ancien modèle de financement. Maintenant, comment est-ce qu'on a calculé le nouveau modèle de financement pour pouvoir comparer les deux? Alors, le nouveau modèle de financement, on l'a vu, est composé de différents compartiments. Donc, on est venu calculer chacun de ces compartiments. Alors, le premier, c'est l'activité. Alors, l'activité dans le nouveau modèle de financement
est valorisé sur toute l'activité 2023 selon les paramètres du nouveau modèle, donc avec les nouveaux tarifs qui vous ont été présentés, les nouveaux modes de calcul de l'activité. On prend aussi les suppléments de transport 2023 selon les nouveaux tarifs dans le nouveau modèle. Ensuite, il y a la liste en sus. Alors, la liste en sus, nous prenons en compte les données du fiche comp annuel 2023 sur le périmètre depuis le 1er juillet, puisque la réforme s'applique depuis le 1er juillet. Donc, nous annualisons la liste sur l'année 2023, mais on prend bien une donnée annuelle. Et enfin, il y a les ACE réels 2023 qui sont considérés, qui sont bien égaux à ceux de l'ancien modèle. Ensuite, vous avez les activités d'expertise, qui donc, là, je ne vais pas rappeler comment ils sont calculés, mais en tout cas, vous retrouvez en annexe notamment la liste de ces activités d'expertise. Ensuite, vous avez les plateaux techniques spécialisés, qui donc ne concernent pas tous les établissements, comme les activités d'expertise d'ailleurs, mais donc sont ajoutés aux établissements lorsque le plateau existe pour l'établissement. Et enfin, dans le nouveau modèle, vous avez tout le reste des compartiments qui sont des dotations. Donc, vous avez les MIGAC qui ne sont pas des activités d'expertise. Vous avez la dotation populationnelle qui comprennent 50% des mesures RH, dont les mesures Ségur, avec, pour certains établissements très spécifiques, mais qui doivent se reconnaître, ce qu'on appelle une compensation basse vision, qui est un compartiment un peu à part. Vous avez ensuite la dotation pédiatrique, qui concerne les établissements avec une autorisation pédiatrique. Et alors, je vais revenir sur le petit point rouge, mais vous avez aussi les crédits non reconductibles qui ont été notifiés en 2023, ainsi que IFAC. On a bien pris IFAC 2023 tel qu'il a été calculé là très récemment pour la période 2023. Et donc, à tout ça vient s'ajouter ce qu'on a mis en rouge, c'est la dotation de transition. Alors, la dotation de transition, on va revenir après sur comment elle est calculée, mais on vient bien l'ajouter au modèle au nouveau modèle de financement avec une application à 100%. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la dotation de transition vient compenser les effets revenus et donc on l'applique à 100% dans les recettes nouveau modèle, puisqu'en fait, on le fait comme si le nouveau modèle s'était appliqué en 2023. Et si cela avait eu lieu courant 2023, au lieu d'a posteriori, on aurait bien pris une dotation de transition pour limiter les effets revenus à 100%. Donc, on la prend bien dans ce calcul à 100%. Donc, voilà. Là, vous avez par établissement les anciennes modalités de financement, les nouvelles modalités de financement sur une même année, qui est l'année 2023. Donc, maintenant, on va calculer la régularisation ex post à partir de ça. Alors, pour ça, en fait, on va définir une enveloppe à distribuer. Alors, l'enveloppe à distribuer est définie complètement a priori par un calcul différent dont je vais vous épargner toute la lourdeur. Mais en gros, on prend l'objectif de dépense 2023, on regarde tout ce qui n'a pas été délégué dans les anciennes modalités de financement. Ça nous donne une enveloppe qui est ensuite distribuée via la régularisation ex post. Donc, il faut retenir que c'est une enveloppe définie a priori. Donc, à partir de cette enveloppe et des principes que j'ai exposés juste avant, on va calculer pour le coup la régularisation ex post par établissement. Alors, vous avez deux situations d'établissement. Vous avez l'établissement qu'on a mis à gauche sur le schéma. C'est un établissement pour lequel les nouvelles modalités de financement, les recettes avec les nouvelles modalités, sont supérieures aux recettes avec l'ancien modèle de financement. Donc, vous reprenez toutes les boîtes sur chacun des deux modèles, vous comparez. Lorsque le nouveau modèle est supérieur, l'établissement va avoir une régularisation ex post et donc va être un établissement régularisé. Au contraire, vous avez le cas des établissements qui ne seront pas régularisés via la régularisation ex post. C'est le cas des établissements dont le nouveau modèle, sur 2023, ont des recettes inférieures aux recettes ancien modèle. Alors, ces établissements ne sont pas régularisés dans le cadre de la régule ex post, mais par contre, les recettes de l'ancien modèle leur sont dues. Donc, tout ce qu'on a mis en recettes dans l'ancien modèle sera bien dû à l'établissement. Il n'y aura pas de reprise sur ces montants-là, sur les montants que j'ai bien définis dans les slides précédentes. Mais en tout cas, l'établissement ne sera pas régularisé au titre de la régule ex post. Donc, ça nous donne ces deux types d'établissements. Et ensuite, une fois qu'on sait ça, on peut calculer la régule ex post par établissement. Alors là, on vous a mis un petit exemple schématique de comment cette régularisation ex post se calcule. En fait, on a pris un exemple comme si la France ne comptait que 3 établissements.
Donc, avec ces 3 établissements, vous avez en première colonne les recettes du nouveau modèle, en deuxième colonne les recettes de l'ancien modèle, et après la différence entre les deux. Donc, vous voyez que les 2 établissements, les 2 premiers, les recettes du nouveau modèle sont supérieures aux recettes de l'ancien modèle. Dans ce cas-là, on va avoir affaire à des établissements régularisés. Au contraire, l'établissement 3 a des recettes nouveau modèle inférieures, donc il ne sera pas régularisé. Alors, la régularisation ensuite entre les établissements régularisés se passe de façon relativement simple, c'est-à-dire qu'on prend la différence entre le nouveau modèle et l'ancien modèle. Donc, c'est le 150 et le 50 que vous pouvez observer en troisième colonne du tableau. Et on regarde le poids que représente chaque établissement dans cette colonne. Donc, vous voyez que l'établissement 1 représente 75% de la différence entre l'ancien et le nouveau modèle. L'établissement 2, 25%. Et donc, en fait, on va venir distribuer l'enveloppe définie a priori par les poids qu'on aura calculés là. Et donc, l'établissement 1, dans ce cas très schématique, recevrait 75% de la régularisation ex post définie nationalement. Bon, alors évidemment, on le fait ça avec tous les établissements de France, donc ce ne sera pas 75%, mais voilà l'idée. Mais vraiment, le calcul est identique à celui expliqué là, simplement avec plus d'établissements. Donc, d'un point de vue des docs que vous pouvez retrouver pour peut-être essayer de clarifier tout ça et sur lesquels vous pouvez vous replonger. Alors, dans le cadre du nouveau modèle de financement, il va y avoir des notifications des différents compartiments du nouveau modèle, concomitamment à la C1. Et dans cette notification, la notification du différentiel entre l'ancien et le nouveau modèle sera aussi donnée. En sachant que lorsque ce différentiel est positif, comme on l'a vu, il y aura une régule ex post. Dans le cas contraire, il y aura un différentiel négatif, mais qui ne donnera pas lieu à de régule, ni positive ni négative. Par ailleurs, vous avez des documents pédagogiques qui vont être mis en ligne dans les semaines à venir. Alors, avec une notice ATIH qui aura pour but de détailler un peu tous les principes sur lesquels on est revenu durant ce webinaire, notamment le calcul de cette régule ex post. Et ensuite, un peu sur le modèle de ce qui vous avait été fourni pour la dotation de transition, on vous produira une fiche par établissement qui donnera pour chacun des compartiments les montants qui auront été considérés au titre de l'ancien modèle et les montants considérés au titre du nouveau modèle. Et donc, par comparaison entre les deux, le différentiel, qui aura servi au calcul de la régule ex post. Alors, donc ça, c'est tout ça visé à finaliser 2023. Une fois qu'on aura ça, on aura pu dire le modèle s'est appliqué depuis le 1er juillet 2023, on aura conclu la campagne 2023. Et donc, on rentre dans la campagne 2024, qui est la première campagne avec la mise en place des nouvelles modalités de financement au fil de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça change au 1er janvier 2024? Alors, pour le secteur ex-DAF spécifiquement, comme on l'a vu auparavant, il va y avoir la mise en place des arrêtés de versement. Alors, les arrêtés de versement concerneront bien la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre. Cependant, les nouvelles modalités, y compris les arrêtés de versement, seront bien mis en place à partir de la première circulaire budgétaire 2024. Donc, ça correspond à la transmission M3. Donc, ce sera mis en place à partir du M3. Mais à partir du M3, chaque mois, les établissements ex-DAF auront un arrêté de versement qui leur donneront leur part à l'activité. Pour le reste des compartiments, en fait, il y a eu des acomptes, comme je l'avais dit auparavant, qui avaient donc reconduit des 12e de dotation 2023, y compris NR et hors DMA. Ces acomptes-là vont être régularisés avec les nouveaux vecteurs de financement à partir de la première circulaire budgétaire. Et donc, à partir de la première circulaire budgétaire, vous retrouverez bien tous les compartiments qui vous concernent. Évidemment, si un compartiment est 0 pour vous, il sera bien à 0, mais en tout cas, tous les compartiments qui vous concernent, vous pourrez les retrouver à partir de la première circulaire budgétaire et qui viendront donc régulariser les acomptes qui vous auront été faits jusque-là. Donc là, on vous a mis une petite slide qui rappelle les calendriers. Alors, la C4 dans laquelle va se trouver le montant de la régularisation ex post va être notifié tout début mai pour vous, établissement. Et ensuite, la C1, c'est là où vraiment vont se mettre en place donc, tous les nouveaux compartiments du modèle.
va avoir lieu fin mai, début juin. Donc, en même temps que la production des premiers arrêtés de versement, vous aurez la première circulaire budgétaire qui vous donnera finalement le T0 de vos compartiments de nouveaux modèles. Donc, voilà. Donc là, pour conclure, nous allons un peu détailler les principes de la dotation de transition et le mécanisme de la transition en général pour la période 2024-2027. Alors, le principe de cette dotation de transition est le suivant. Alors, le calcul est réalisé sur 2022. Ça vous a été transmis dans des fiches. On va y revenir ensuite. Mais donc, il a été réalisé sur la base des données 2022 en one shot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exercice que l'on ne va pas reproduire au cours de la période de transition. La dotation de transition ne bougera pas entre 2024 et 2027. Puisqu'en fait, cette dotation de transition a pour but de sécuriser puis d'atténuer les effets liés au modèle. Donc en fait, c'est pour ça qu'on l'a fait sur une année. On a comparé l'ancien modèle et le nouveau modèle sur une base commune, 2022 en l'occurrence. On a vu par différence l'effet modèle. Et cet effet modèle sera bien repris sur toute la période 2024-2027. Donc c'est bien cette dotation de transition qui va être considérée. Alors, cette dotation de transition, dans un premier temps, alors que ce soit en 2023 dans le cadre de la régule ex post et en 2024 lorsque les modalités de financement vont s'appliquer normalement, elle sera prise en compte à 100%. Par contre, au fur et à mesure du temps, donc à partir de 2025 et jusqu'en 2027, la dotation de transition ne sera pas prise en compte à 100% et va donc baisser. 75% la première année jusqu'à 25% en 2027. Ensuite, après 2027, le modèle joue à plein et il n'y a plus de dotation de transition qui vient s'ajouter au nouveau modèle. Donc, en ce qui concerne le calcul et les valeurs des dotations de transition, on est bien sur les dotations de transition qui vous ont été transmises dans les dernières fiches par établissement, qui normalement vous avez été données sur e-transfert, donc auxquelles vous avez dû avoir accès, donc avec les rôles suivants. Je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, dans ces fiches-là, vous avez bien le détail des données qui ont été considérées au titre de l'ancien modèle et du nouveau modèle sur l'activité, sur l'année 2022, pour calculer cette dotation de transition. Donc c'est bien celle-là qui va être considérée jusqu'en 2027. Et pour conclure donc cette partie sur la dotation de transition, on va voir comment concrètement une dotation de transition s'impute lors des différentes campagnes jusqu'en 2027. Alors là, on a pris un exemple d'un établissement. Donc chaque colonne correspond à une année de campagne. Donc, on a pris un exemple d'un établissement dont les compartiments ne bougent pas. C'est-à-dire qu'entre 2022, au moment où la dotation de transition a été calculée, et 2027, aucun des compartiments ne bouge. Donc, les recettes activités ne bougent pas, la dotation populationnelle ne bouge pas, etc. Pour moi, on reste à compartiment constant. Dans ce cas-là, vous avez, en plus des recettes au titre du nouveau modèle, la dotation de transition à 100% dans un premier temps, puis à 75, 50, 25%, qui va venir s'ajouter aux nouvelles modalités de financement pour les établissements dont les recettes perçues en 2022 sont supérieures aux recettes 2022 théoriques au titre du nouveau modèle. C'est-à-dire des établissements qu'on pourrait qualifier de perdants avec le nouveau modèle, ça veut dire dont le nouveau modèle a des effets négatifs sur les recettes au périmètre de 2022. Donc ça, c'est le premier cas d'un établissement. Le cas contraire, un établissement qui serait dit gagnant, qui aurait donc des recettes perçues en 2022 inférieures aux recettes qu'on a recalculées avec le nouveau modèle, aura, selon les mêmes principes, une dotation de transition qui va venir s'ajouter, mais cette dotation de transition étant négative, elle va simplement venir s'enlever aux dotations qui lui seront notifiées par ailleurs. Donc, tout ça finalement pour conclure en disant que la dotation de transition ne bouge pas. En revanche, vous vous rendez bien compte que, notamment sur la part activité, les recettes peuvent bouger entre 2023 et 2027. Donc, le compartiment activité peut augmenter pour un établissement, peut baisser pour un établissement, mais la dotation de transition n'est pas actualisée et pour une raison finalement assez logique, dans le sens où, comme elle vise à compenser un effet modèle, la considération, c'est que si les compartiments bougent
postérieurement au calcul de la dotation de transition, ce n'est plus un effet modèle, mais c'est plutôt un effet, par exemple, augmentation d'activité, qui n'a donc pas pour vocation à être compensé par la dotation de transition. Donc c'est pour ça que la dotation de transition reste ce qu'elle est jusqu'en 2027, quelle que soit la valeur des autres compartiments. Ça conclut, cette partie sur la dotation de transition et sur les principes qui vont, guider la transition jusqu'en 2027. Donc je pense que je vais repasser la parole à monsieur Rallet pour les dernières questions. Donc il est il est 18h moins 1, donc on va faire juste deux, trois questions et puis on va vous libérer. Donc, on avait une première question. Est-ce que sur l'année 2024, les effets financiers seront neutralisés dans la limite de la dotation de transition? Donc ça, c'est bien ce que vient de nous présenter Bastien. La dotation de transition s'applique à 100% en 2023 et en 2024. Pourquoi la comparaison se fait en année pleine alors que la réforme a commencé au deuxième semestre seulement? Parce que en fait, sur toutes les recettes qui sont liées à l'activité, effectivement, on peut les rattacher à des dates de soins et segmenter par semestre, autant sur toutes les parties dotation ou forfait annuel, il n'est pas possible de ventiler ces enveloppes-là par semestre, parce elles sont par construction, construites de manière annuelle. Donc voilà pourquoi la comparaison se fait de manière annuelle avant et après. Et il y avait on va faire une dernière question. Donc c'est une question sur les séjours à cheval. Donc par rapport à la DMA qui a été valorisée en 2023 à M12 sur les séjours non clos, est-ce que lors de la valorisation en 2024, on déduit le montant de la DMA? Non, la réponse est non, il n'y a plus de DMA en 2024. Et donc du coup, sur 2023, au M12, ce qui se passe sur la DMA, c'est que l'ensemble des séjours sont valorisés, même les séjours non clos, pour mettre fin au dispositif de la DMA en 2023 qui n'a plus lieu d'être en 2024. Voilà, donc on va, comme convenu, on a bien noté les différentes questions qui ont été posées dans le chat, donc on va faire une foire aux questions. Je reprécise bien que le diaporama sera présent en version commentée sur le site de l'agence, donc il sera à disposition pour tous les établissements. Voilà, donc nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Au revoir.